Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'es le fruit d'une erreur génétique d'aiguillage, le seul dans ta famille à être si différent et si bizarre. T'as été pondu de on ne sait où. Peut-être que tu t'es longtemps cru, peut-être même adopté. Ou alors, est-ce que tu es le fruit d'une lignée qui s'est invisibilisée et que tu as invisibilisé aussi? C'est ce soir qu'on refait le match héritier versus accident dans le HPI et la TIPI. Et du coup, je vais t'expliquer quel est mon positionnement par rapport à ça et par rapport à cette thématique de... On parle beaucoup des fratries qui sont parfois composées soit de gens qui ont été diagnostiqués, puis d'autres non. Et puis souvent, vous venez me voir en me disant, mais moi, je suis sûre de ne pas être HPI parce que personne dans ma famille ne l'est. Et puis il y a beaucoup de thématiques aussi sur le mouton noir. On va en parler du mouton noir, le fameux. C'est ce soir qu'on va décortiquer tout ça et je t'annonce que ça va être une série. Je commence une série sur la famille justement, la famille et la typie, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à les décortiquer et on va faire ensemble ça tranquillement. Donc on commence par cette fameuse thématique « T'es un accident génétique » parce que tu es tellement différent et ça a commencé tellement petit en fait. Tu te rappelles des espèces d'ambiances que tu vivais enfant où parfois les silences ils étaient tellement lourds et tu sentais ce qu'il y avait dans ces silences et puis le fait d'être dans ta bulle et puis d'aimer tellement lire et puis d'aimer les dinosaures et puis de pas être compris, toutes ces choses-là qui ont fini par se tricoter et arriver au fur et à mesure, tu as grandi et puis tu regardais ta famille et tu te disais mais c'est pas possible en fait, comment ça se fait que moi je suis comme ça et que eux ils sont comme ça. Tu regardes tes frères et sœurs, tu regardes tes parents, tu regardes la famille plus élargie et tu te dis c'est impossible que je sois pas un accident parce que finalement le système il a commencé à se contracter. Imagine t'es un tout petit enfant et t'es plongé dans un environnement où finalement, ce que tu perçois et ce que tu ressens, il n'y a aucune cohérence et il n'y a aucune congruence derrière ça. Et qu'est-ce que tu vas faire en fait? Tu vas commencer à former une coquille protectrice et te dire, bah, c'est l'histoire qui t'a construite en fait, de considérer que tu es un accident de parcours, que tu voyais bien que tu étais différent, tu avais le poids de cette vivance, de comment ça te faisait te sentir au quotidien. Et tu ne remarquais pas chez les autres, ceux qui t'entourent, tes proches, ce même poids. Ou en tout cas, tu te dis, bah, ça a l'air d'être facile pour eux et donc moi, je ne peux être qu'un accident. Mais ça, c'est postérieur à ce qui s'est passé parce que en fait, cette thèse de l'accident, elle est venue se coller a posteriori sur un comportement que tu as adopté et qui est venu invisibiliser tout le reste parce que tu as commencé à construire des attitudes pour essayer soit de combler la solitude, soit de renforcer ta résilience à cette solitude-là. Tu as essayé de combler le décalage, donc il y a eu tout un moment où tu t'es cherché et où finalement la thèse de l'accident commençait à être la plus probable parce que ça arrive, les accidents, on a tous dit, ah bah oui, lui, il a sûrement été adopté parce que vraiment, je ne me reconnais en aucun de mes proches, de mes parents et de ma famille. Et cette sensation d'être un extraterrestre, il fallait bien lui donner un corps parce que tu t'es accroché à des mécanismes de survie pour te former une bouée protectrice, pour construire ce fameux faux self dont on n'arrête pas de parler, pour te suradapter, pour te normaliser, mais il y avait quand même encore des côtés saillants et cette sensation d'extraterrestre, elle t'a jamais vraiment lâché. Et c'est sur ça que s'est construite l'idée de l'accident. Bah oui, ça arrive, voilà, il y a des gens, ils n'ont pas de chance, hein, ils ont un HPI dans la famille et il a fallu que ça tombe sur moi. Si tu es diagnostiqué, parce que si tu l'es pas, bah alors là, on est encore plus dans je suis un extraterrestre et c'est tant pis pour ma gueule, mais c'est comme ça et on arrive... Enfin, il n'y a plus grand-chose à en dire. Ça, c'est la première phase finalement. Et c'est pour ça que je voudrais maintenant te parler d'une autre de ces phases qui découle de cette première, qui est la thématique du mouton noir. Parce que je vois beaucoup dans les clients que j'accompagne
des gens qui arrivent et qui me disent « Je suis devenu le mouton noir de la famille, je suis celui à qui on ne veut plus parler, je suis celle qui emmerde tout le monde et qui a été bannie. » Il y a toute une fantasmagorie, une thématique autour de « Je suis le mouton noir » qui recoupe d'ailleurs un peu le côté bouc émissaire dont j'ai déjà parlé sur une vidéo sur la chaîne, je te mettrai le lien. Finalement, t'étais tellement différent et t'étais tellement inadapté que bah oui, c'est tombé sur toi et t'es le mouton noir. Mais ça, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que cette idée de mouton noir, en fait, c'est déjà une avancée dans un système de protection qui est en train de se fendiller. Ton système de protection qui t'a fait dire « je suis l'accident », il passe à une phase d'après, c'est « je suis le mouton noir ». Donc je suis l'exclu, l'outsider, parce que je ne m'adapte à rien ni à personne et personne ne me comprend. Et tu as besoin de cette phase-là, en fait, pour te décoller d'un espèce de récit collectif. En fait, si tu veux, tu n'avais que deux options quand tu étais gamin. Soit tu adhérais au récit collectif, soit ça dissonnait tellement à l'intérieur de toi que tu t'es suradapté à ce récit sans totalement y adhérer. Il y a des gens qui restent dans cette phase-là pendant toute leur vie. Ça leur arrive jamais de se décoller de ce récit-là ou de la suradaptation qu'ils ont mise en place pour coller tant bien que mal à ce récit. Mais la phase du mouton noir, c'est l'étape d'après. C'est comme si on montait un petit escalier. Et que, en fait, de considérer ça, c'est comme si tu défusionnais un petit peu avec ce à quoi tu étais collé et que tu ne pouvais pas voir. Parce que prendre l'étendard du mouton noir, c'est considérer que tu as suffisamment eu confiance en tes perceptions et tes ressentis pour sentir que tu étais profondément différent. Et c'est déjà un pas de plus. Mais c'est juste une phase. Et c'est pas la fin du chemin. C'est juste une des étapes initiatiques qui t'amène vers une quête de vérité plus grande et plus forte que ça. Et cette phase-là, elle a pour but d'être dépassée. Parce que quand tu arrives à cette phase, tu t'es suffisamment déjà décollé pour commencer à entrer dans c'est quoi maintenant ? Si j'essaie de dépasser cette idée du mouton noir, et toi qui cherches le sens, ça doit résonner chez toi, il y a bien une raison. Comment ça se fait que ce mouton noir est arrivé ? Est-ce que c'est vraiment un mouton qui est si noir que ça ? Ou est-ce qu'en fait, tu es entouré de moutons noirs qui ont fait semblant qu'ils étaient des moutons blancs toute leur vie ? Et c'est là où on en vient à, en fait, tu n'es pas une errance génétique. L'atypie, ça ne naît pas comme ça, ex nihilo, de rien. Alors sur ça, je fais vraiment une déclaration sans embâge. Je ne crois pas que la douance et l'atypie ne soient pas fondamentalement génétiques et transgénérationnelles et héréditaires. Pour moi, ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit qui s'est réfugié derrière « on va pas parler de ça parce que sinon... » c'est l'eugénisme qui revient au galop, ou on va pas parler de ça parce que personne n'a jamais pu le prouver, il n'y a pas de gène du HPI. Ça, c'est vraiment des espèces de discussions stériles, parce que, en fait, quand on a étudié profondément la douance, quand on connaît l'atypie, quand on la vit, quand on la porte, et moi, ça fait 13 ans que je travaille sur le sujet, quand tu rencontres des gens, quand tu vois le brassage, en fait, tu sais intimement, et peu importe ce que tous les autres peuvent dire, c'est une affirmation qui est intérieure et qui est inébranlable. Donc, pour moi, l'accident, ça n'existe pas. Et en fait, plus ça va, et moi, je suis en plus encore sûre que ces histoires de fratrie où il y en a un qui se fait détecter et les autres non, ils passent sous le radar de la fameuse barre des 130. Ça aussi, c'est du bullshit parce qu'en fait, il faut savoir comment on cherche. Il faut savoir ce qu'on regarde, en fait. Et il faut savoir ce qui est normalisé dans les familles et ce qui ne l'est pas. Et donc, j'y crois de moins en moins. Et ma thèse à moi, en fait, c'est que vous êtes tous et toutes là qui regardez ça,
des héritiers de votre propre lignée. C'est la douance et l'atypie, ça court dans vos veines depuis des temps sans doute immémoriaux, et c'est comme ça. Et comment ça se fait que, en fait, on n'a pas voulu le voir? Parce que, en fait, c'est vachement emmerdant et c'est très très perturbant de voir ça comme un héritage. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si l'atypie et la douance est un héritage, en fait, ça ouvre le champ de qu'est-ce qui s'est passé pour les autres? Pour mes parents que je reconnais absolument pas dans les marqueurs, qui me trouvent tellement différent et qui me rejettent parfois parce que je suis différent. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Ça t'oblige à regarder ça d'une façon différente. Je te pose la question. Dans ta famille, il n'y a jamais eu celui ou celle qu'on traitait de un peu folle, un peu instable, un peu mystique. L'oncle complètement cintré, ou celui qui se renfermait, le taiseux. Ah oui, le fameux taiseux. Mais qui sait quelle intelligence il va avoir, le taiseux, s'il ouvre jamais la bouche, en fait? Parce que comment est-ce qu'on peut juger de l'intelligence de quelqu'un si il est muré dans un silence éternel et que finalement il ne fait qu'allumer sa pipe à la fin des repas de famille? Comment on sait ça? Et donc, tu les vois ces gens-là dans ta famille? Tu vois ceux qui se sont murés dans quelque chose qui était comme de l'hyper-contrôle? Ou mais ta mère en fait elle est perfectionniste, mais elle est sûrement pas atypique parce que voilà quoi, vu la relation que tu as avec elle, c'est pas possible que toi qui as pris conscience de ton atypie, tu puisses avoir une mère atypique. Mais c'est quand même bizarre qu'elle soit à ce point perfectionniste. C'est étrange, on peut se demander. Celui qui s'est vraiment beaucoup abîmé dans l'alcool et qui a essayé de s'anesthésier, mais il s'anesthésiait de quoi exactement? De quel décalage il s'anesthésiait? Et comme ça, quand on pose les yeux sur en fait, c'est peut-être bien un héritage. Et si je ne suis pas le mouton noir et qu'ils sont tous des moutons noirs, comment je fais? Qu'est-ce que je regarde là? Et ça, c'est profondément perturbant parce que si tu commences à poser ce regard sur eux, deviens un archéologue de cette atypie dans ta famille. Commence à les regarder sous cet angle-là. Qu'est-ce que tu vois justement quand ce qu'ils ont laissé paraître, c'est juste l'expression de à quel point eux se sont reniés? C'est quand même terrible et tragique de le regarder. C'est toi qui arrives dans un contexte qui est différent du leur, tu as la possibilité, tu as la latitude et tu as l'ouverture de pouvoir t'en saisir à bras le corps et te demander quoi en faire. Tu as décidé. Et ça a déjà été un choix et une décision. Et quand tu les regardes comme ça et que tu te dis, si ce que je vois là, je sais qu'il y a un héritage, je suis la partie de cette lignée qui a hérité de ça, elle s'est cachée où en fait? Où est-ce qu'il y a de l'hypersensibilité chez mes parents ou chez mes frères et sœurs ou chez mes oncles et tantes? Où est-ce qu'il y a des intuitions? Où est-ce qu'il y a une profonde inadaptation au monde? Où est-ce qu'il y a ce sentiment de décalage? Où est-ce qu'il y a ce refus justement de la médiocrité et la banalité dans les fameux small talk? Mais sauf que dans les années 50, dans les années 40, on n'appelait pas ça du small talk. Donc ça s'est transformé en quoi? Ça s'est transformé en comment je prends soin des gens qui m'entourent parce que j'ai cette envie de faire pour le monde. Une grand-mère qui cuisine des plats pour la totalité du quartier parce que c'est comme ça qu'on lui a appris dans sa famille. Il n'y a peut-être pas que ça. C'est peut-être pas que ça qu'on lui a appris dans sa famille. Il y a peut-être un héritage d'un marqueur fort de la douance et de l'atypie qui est passé sous les radars. Et quand tu commences à regarder ça comme ça et que tu te dis, en fait, du coup, je suis tellement en conflit avec eux parce que ils se sont reniés et que moi j'ai dit non, en fait, sans même avoir conscience que je le disais, tu as dit ça s'arrête à moi. Mais pour que ça s'arrête vraiment à toi, il faut que tu récupères la totalité de cet héritage. Et je vais t'expliquer dans un instant pourquoi c'est si perturbant la totalité de cet héritage, parce que c'est faire face au nœud gordien. Et le nœud gordien de tout ça, c'est que si on part du principe que la douance,
ça court dans les lignées familiales, et que quand on pose les yeux partout et qu'on ne voit aucun signe de cette douance, le nœud, c'est qu'il y a eu des loyautés invisibles qui se sont tissées et qui ont ficelé tout le monde. C'est jusqu'à quel point est-ce que tu t'es retrouvé englué ou pas dans ces loyautés-là ? Elles sont invisibles, de fait. C'est comme un pacte auquel tu souscris sans même avoir vu que tu souscrivais. Les sorties de ton père sur le fait que finalement les riches c'est tous des profiteurs, ça parlait de quoi derrière sur la notion et la thématique de l'injustice peut-être. Et puis justement quand tu te mets à regarder ça comme ça, à accepter ce qui a été la tragédie, il y a un autre truc qui vient, c'est que en fait, si tu le vois toi, il y a un poids de se dire moi j'ai la possibilité de le faire. Et il faut accepter justement cette charge et cette responsabilité. C'était pas de leur faute s'ils ont fait comme ils ont fait, il y avait un contexte qui était différent. Mais ce qui est sûr, c'est que les loyautés invisibles dans lesquelles ils ont été ficelés, tu les portes aussi en toi. Tu as juste décidé d'en faire un reflet différent parfois, ou parfois de t'ériger en contre, mais c'est contre elles aussi que tu te bats quand tu refuses cette notion d'héritage. Et ça, c'est vraiment perturbant de se dire, en fait, je suis là pour porter, et ça donne un autre regard sur le mouton noir. Le mouton noir, c'est pas celui qui est là pour détonner. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un tel succès en général sur les citations Facebook sur le mouton noir, parce qu'ils sont là pour changer la famille, pour dire justement, moi je suis celui qui a dit non. Mais qui a dit non à quoi ? Est-ce que tu peux imaginer à quelle loyauté tu as continué de souscrire en considérant que tu étais tellement différente du reste de la famille ? Et là, reprendre l'archéologie et la spéléologie et regarder quand toi, tu trouves ça compliqué et que tu t'anesthésies toi-même, où est-ce que dans ta famille, il y a des marqueurs de cette même anesthésie ? C'est quoi la loyauté qui existe derrière ça ? Et ça, c'est un petit peu abyssal comme révélation, mais c'est en même temps un chemin de décision et de responsabilité, parce que c'est de décider, ok, si je regarde ça comme ça, je suis plus victime d'une erreur génétique et il y a des marqueurs. Peut-être que justement tu es là pour prendre en charge ces marqueurs-là, pour voir que ton père, ta mère, tes sœurs, tes frères, ils ont cette douance en eux et qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Et pas les juger pour ce qu'ils en ont fait, mais regarder ce que ça dit de toi. Regardez à quel endroit toi tu es encore ficelé, où tu as choisi un chemin de ficelage différent, mais que ça te charge quand même. Et décider que tu n'es plus un accident, c'est aussi décider que tu n'as plus à t'excuser d'exister. Tu as une bonne raison d'exister, tu es l'héritage d'une lignée. Un héritage de nombreuses personnes qui ont été confrontées à ça. Peut-être qu'il est temps de réouvrir cet héritage et d'en faire vraiment quelque chose, de s'en saisir. Et c'est ce qu'on va explorer dans cette série sur la famille. Donc je pense qu'il y aura plusieurs épisodes sur la famille. On va aller décortiquer qu'est-ce qui s'est passé pour ces ancêtres-là, pour qu'ils aient à ce point décidé c'est quelles caractéristiques qui leur a été reproché et c'est quoi qui se tramait derrière. C'est le voyage que je t'invite à faire avec moi durant les prochaines semaines. Et juste pose-toi cette question. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu es un accident ou un héritier ? Et du coup, selon ton point de vue, qu'est-ce que tu mets en place pour te saisir de cet héritage ? Parce que quand on veut et qu'on cherche et qu'on est en quête de réponses comme tu l'es aujourd'hui, il faut faire de l'archéologie pour les trouver, ces réponses-là. Et puis, il faut se dire, si ça m'a été donné, peut-être que justement, je vais tirer ce fil pour en faire quelque chose. Parce que pour retrouver son centre et son axe, il faut toujours savoir d'où on vient et qu'est-ce qu'on a pu éviter. Et surtout, qu'est-ce qu'on a envie de déposer comme bagage. Parce que certaines de ces loyautés, elles te tiennent encore. Et qu'il est temps de déposer le sac. Pour pas que dans X générations, tu te retrouves avec un petit-fils ou une petite-fille qui te dit
Bah moi, mon grand-père ou ma grand-mère n'était pas au potentiel, doué ou atypique, je le vois vraiment pas. Donc c'est ta responsabilité et c'est ce chemin qu'on va effectuer ensemble dans plusieurs épisodes. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et tu prends soin de toi et à bientôt.